Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, la grève générale avec une intersyndicale décidée à ne rien lâcher. Une détermination qui, après 6 jours de mobilisation, ne faiblit pas, bien au contraire. Le mouvement est même soutenu par des élus du département. Et pour en parler avec nous, Daniel Zaïdani, conseiller départemental de Pamandi. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors, on l'a vu, des élus du département, la majorité notamment, soutiennent le mouvement de grève. On l'a vu apparemment, a priori, demain, il y en a qui devraient même être dans les rangs des manifestants. On le voit clairement ici, le mouvement de grève prend un autre tournant. On en parle tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Chakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Alors avec vous, nous irons du côté de Cavani, où des mères de famille ont décidé de prendre le problème de la délinquance à bras le corps. On le verra, des femmes qui font preuve de courage, mais pour qui ce n'est pas toujours évident. On en parle avec vous également tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 6 avril. Blocage, voilà comment résumer cette nouvelle journée de grève générale. À l'exception du chef-lieu, le nord et le sud de l'île ont vu se multiplier les barrages. Une nouvelle démonstration de force de la part de l'intersyndicale à la veille d'un grand rassemblement place de la République. Explication. Les équipes enseignantes du collège K2 et du lycée professionnel de Kaweni ont exercé leur droit de retrait ce matin. Face à la violence qui ne cesse de sévir dans et aux abords de ces établissements, le ras-le-bol est sans nom. Les enseignants réclament aujourd'hui des solutions, et ce le plus rapidement possible. À Mayotte, les problèmes environnementaux sont légion. À ce titre, la DEAL met en place plusieurs dispositifs afin de préserver les richesses de l'île au lagon. Entre respect des prérogatives européennes et avènement de la police de l'environnement, les chantiers sont aussi nombreux qu'immenses. Reportage. Chirungi, Bandrabois, Bandrele, Kombani ou encore Porouani, Dzoumouenier et Mirireni, autant de villages pris d'assaut par les manifestants qui très tôt ce matin ont dressé des barrages à travers différents endroits. L'intersyndicale continue donc dans sa lancée avec cette fois une toute autre stratégie, bloquer non plus le chef-lieu mais le sud et le nord de l'île. Un mouvement qui semble désormais bien en place et ce à la veille d'un grand rassemblement attendu place de la République. Un sujet signé Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Les barrages ont commencé tôt, très tôt ce matin. Dès 4 heures, Ntsamoudou, Chirongi, Kombani, Ongoujou, Tsararano ou encore Bandrele étaient bloqués par des barrages de manifestants. Avec un objectif avoué par l'intersyndicale, celui de montrer sa force de mobilisation. C'est une journée où on a démontré que, en termes d'action, nous étions forts. Nous sommes forts. On a réussi à canaliser les situations, pas d'énormes difficultés. Maintenant, je pense que le préfet devrait s'occuper de nos revendications au lieu de penser au maintien de l'ordre parce que c'est nous qui organisons tout ceci. Il faudrait qu'on fasse venir à Mayotte les personnes mandatées pour discuter avec nous dans les meilleurs délais. Sinon, naturellement, ce mouvement continuera dans la même forme. Le mouvement se durcit considérablement au fil des jours et le ton est une nouvelle fois monté sur certains barrages, à l'image de cet automobiliste qui manque d'écraser un manifestant. Pas de quoi effrayer pour autant les syndicalistes qui restent toujours aussi déterminés à se faire entendre. Le mouvement se durcit et malheureusement, l'objectif il n'est pas là, mais on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Donc c'est des commandes des actions de désespoir qui se font partout dans l'île et qui aboutissent à un blocage total. J'ai peur que si ça continue de la sorte, ça va continuer et ce n'est pas ça du tout l'objectif. On souhaiterait à ce qu'il y ait vraiment une dialogue qui permettrait à tout le monde de se mettre autour d'une table et de régler rapidement tous ces problèmes qu'il y a ici. L'intersyndicale réclame en effet la venue d'une mission gouvernementale pour discuter des revendications. Mais force est de constater que pour l'heure, le gouvernement ne réagit pas. On a l'impression que Mayotte, encore une fois, n'intéresse pas Paris, n'intéresse pas le gouvernement. Alors qu'on est le 101e département, on a des obligations certes, mais il faudra qu'on ait les mêmes droits que partout ailleurs.
Et c'est ça ce que nous cherchons, c'est l'égalité républicaine pour tout le monde. Les barrages ont pour la plupart été levés au cours de la journée. Seuls ceux de Bandrélé et Port-Rouani ont fait durer le plaisir. Et quant à demain, c'est Abdou Maoulida qui en parle le mieux. Ah, comme on le dit, demain est un autre jour. Avec ces lots de consolation. Alors Daniel, je me tourne vers vous. On vient de le voir dans ces images, un 6e jour de grève générale mouvementée et qui s'annonce encore plus mouvementée, notamment demain avec la participation au mouvement d'élus du conseil départemental. Votre réaction par rapport à ça ? Alors, en tant qu'élu, je dirais que la participation des élus n'a pas pour objectif de perturber davantage ce mouvement de grève. Je crois qu'il y a un cadre qui doit être respecté pour faire des grèves. Bien évidemment, il est possible que les élus et les manifestants, notamment les syndicalistes, n'aient pas la même vision. Mais vous savez, moi je partage pleinement la nécessité d'améliorer notre vie. Il y a un ras-le-bol, il y a un rythme trop lent de cette départementalisation qui s'impose à nous et il y a une nécessité d'écoute et d'échange et d'imagination. C'est pour cela que lorsque vous avez des syndicalistes qui revendiquent plus de départementalisation, plus de droits, notamment sur le code du travail, ou qu'aujourd'hui on parle, c'est un mot très récurrent qui vient, l'égalité réelle. Je ne peux que totalement adhérer à cette philosophie qui correspond à ce quoi je me bats et à ce pourquoi j'ai voulu être élu. Donc je soutiens parfaitement les idées. Mais bien évidemment, il est important également de respecter un cadre qui permet notamment à notre économie de continuer à fonctionner, qui permet à nos entreprises de pouvoir payer les salariés. Moi, je suis salarié, je suis syndiqué, d'accord ? Donc soutenir ce type de mouvement, ça me paraît pertinent. Mais en même temps, je crois qu'il faut aussi respecter les personnes qui souhaitent aller travailler. Nous ne devons pas multiplier des barrages qui ne sont pas forcément tenus par des adultes. C'est pour cela. On parle du soutien des élus, le fait que ce soit des élus qui interviennent. C'est pour cela, il est important que dans ce combat pour ces revendications, que les élus marquent leur soutien. Pour ma part, je tiens à rappeler que dès le premier jour, en 2011, en tant que président du Conseil général, je m'étais joint à la manifestation pour que les manifestants sachent que leur président est avec eux et les soutient dans cette démarche contre la vie chère. Aujourd'hui, c'est bien qu'au bout de 6 jours, le conseil départemental, à travers le président, se décide de marquer sa présence et son soutien. Donc, bien évidemment, si tous les élus sont appelés, je viendrai comme les autres, même si j'estime que les élus qui doivent en premier lieu donner de leur voix, ce sont le président du conseil général, qui représente la totalité de la collectivité départementale, c'est également le président de l'association des maires, qui représente la totalité des maires de Mayotte et leurs conseils municipaux, et les parlementaires, y compris la conseillère économique et sociale. Ce sont les élus de premier rang qui doivent en premier lieu donner leur opinion, puisque c'est eux qui ont les possibilités de rendez-vous direct au gouvernement, et c'est eux qui ont la possibilité d'exprimer au nom du peuple mahorais la voix de la population. Aujourd'hui, la population de Mayotte veut plus de départementalisation, donc les élus de premier rang doivent être avec eux. Ça a l'air évident ce que vous dites, que les élus doivent se joindre aux syndicalistes et autres pour pouvoir défendre les Mahorais. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Pourquoi c'est inédit en fait ce qui est en train de se passer ? Pourquoi maintenant seulement ? Alors inédit, comme je l'ai dit en 2011, dès le premier jour j'étais avec eux, donc le terme inédit n'est pas approprié. Par contre, avec une liste de revendications qui sera commune, Daniel, on est d'accord. Dans ce mouvement qui s'est déclaré en 2016, c'est vrai que les élus de premier rang ont tardé à se manifester. Donc c'était avec beaucoup de satisfaction que j'ai constaté que le président du conseil départemental et le président de l'association des maires ont enfin décidé à apporter leur opinion. Parce qu'aujourd'hui, la vraie difficulté de notre population, c'est de ne pas savoir ce que pensent les élus. Et les élus de premier rang, lorsqu'on décide dans un hémicycle où il y a 26 élus d'être le président, à ce moment-là, on doit s'exprimer au nom de tous. Le président du conseil départemental s'est exprimé, le président de l'association des maires s'est exprimé, c'est une très bonne chose. Daniel Zaidani s'exprime, on le sait, puisqu'en 2011, je me suis exprimé en 2011, et vous l'avez dit par vous-même, que les revendications sont les mêmes. Et par ailleurs, je rappelle qu'en 2011, certes, j'étais présent dès le premier jour, nous avions pris une motion qui avait été adhérée par les 19 conseillers départementaux de l'époque, et nous avions également, et j'avais sillonné l'île, aller dans les barrages
pour demander aux manifestants de laisser les véhicules passer, de laisser les étudiants pouvoir aller dans les universités et dans les écoles, parce que, je le rappelle, nous sommes quand même au mois d'avril et que nous avons des examens prochainement et que les étudiants doivent avoir les moyens, eux aussi, d'avoir un avenir. Donc, quand les syndicalistes, aujourd'hui, se battent pour l'avenir des Mahorais, ils doivent également penser à ceux qui ont la nécessité de se déplacer sur le territoire. Donc, je soutiens les revendications de grévistes, mais je dis que les manifestations doivent se faire sur Mamoudzou, sereinement, avec un parcours délimité, encadré et qui permettent de se faire entendre. La lettre commune, c'est une très bonne chose. La faire délibérer par motion au conseil départemental, ce sera mieux. Ça apportera un soutien plus fort au président de la collectivité. Et maintenant, il faut aussi que le président donne un certain nombre de recommandations parce que, je le dis, il ne faut pas non plus monter les syndicalistes salariés contre les syndicalistes patronales. Parce que l'économie de Mayotte va mal, nous le savons. La problématique de l'octroi de mer n'a pas forcément arrangé les choses. Il ne conviendrait pas aujourd'hui de mettre un coup fatal à nos entreprises qui doivent également être soutenues et je les soutiens dans cette démarche. Alors, tous les yeux maintenant sont rivés vers l'État, on le sait. On a vu arriver un avion de la République avec à l'intérieur des forces de l'ordre et du matériel. Est-ce que pour vous, c'est une sorte de réponse apportée à ce mouvement? Comme je l'ai dit en introduction, pour la départementalisation de Mayotte, il faut de l'écoute et il faut de l'imagination. Si l'écoute, c'est attendre 44 jours comme en 2011 pour apporter des réponses à Mayotte, je crois que le gouvernement est dans l'erreur. Si l'imagination, c'est renforcer les forces de l'ordre exclusivement, c'est encore preuve que notre gouvernement est dans l'erreur. Faire preuve d'imagination, c'est faire en sorte, par anticipation, d'anticiper les réponses. Vous savez, ce mouvement de grève, il a été annoncé au mois d'octobre, il a été annoncé au mois de novembre. Est-ce que pour autant, par anticipation, le gouvernement a préparé des réunions, a préparé des réponses à apporter à ces syndicalistes? Pensez-vous sérieusement qu'il sera judicieux à ce gouvernement de nous dire « je vais vous envoyer un émissaire qui va réfléchir à vos revendications, qui va vous apporter dans quelques jours des réponses ». Les réponses doivent être immédiates. Vous savez, la population de Mayotte souffre et cette souffrance se traduit par une radicalisation du mouvement. Nous l'avons vu en 2011 parce que la problématique de la vie chère, nous savions que c'était une souffrance profonde de la population et cela a conduit à la radicalisation de la manifestation. Il convient quand même de rappeler que le 19 octobre 2011, monsieur El Anziz Ali Mahdi Saïd est décédé pour la cause de Mayotte. Il ne faudrait pas que une augmentation subite des forces de l'ordre, que je respecte parce que je constate que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent s'est fait dans une tenue exemplaire, mais il est important que des solutions soient apportées aux syndicalistes rapidement pour pouvoir justement sortir de là. Je crois que les revendications sont claires. C'est une amélioration sur le code du travail. Le gouvernement peut le faire. Et l'égalité réelle. Nous avons aujourd'hui une ministre sur l'égalité réelle. Il serait bon qu'elle s'exprime. Nous avons une ministre de l'Outre-mer. Il serait bon qu'il s'exprime. Ça fait 6 jours aujourd'hui que la manifestation est continue et aucun membre du gouvernement s'est exprimé. Le préfet qui est sur Mayotte, lui-même, n'a fait aucun communiqué sur ce qui se passe actuellement sur Mayotte. Doit-on avoir un mort comme en 2011 pour attendre la voix de Paris? J'espère que ce n'est pas cela qu'ils attendent et j'espère que ce n'est pas vers cela qu'on nous conduit. C'est pour cela que je dis, prenons nos responsabilités, faisons en sorte que les manifestations soient le plus encadré possible. Vous savez, lorsque j'entends des gens me dire qu'ils sont raquetés sur la route, ça me fait mal. Parce que c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons pas que les gens soient raquetés. Nous voulons pas empêcher les gens de travailler. Mais nous voulons nos droits. Nous voulons que nos droits s'appliquent. Et nous voulons, en tant que Français, être traités comme de Français à Mayotte sans avoir l'obligation de partir à La Réunion ou en métropole. Merci beaucoup Daniel Zaïdani. Je rappelle, vous êtes le conseiller départemental de Pamandji et vous serez sûrement demain dans le rang des manifestants puisqu'un grand rassemblement est attendu. Manifestants du côté de l'intersyndicale, également des élus du département. Et autre conséquence de la grève générale, depuis lundi, les villages du nord de l'île sont en proie à de violents affrontements entre gendarmes et manifestants. Et à la suite de ces échauffourées, un groupe de jeunes était reçu ce matin par le maire de la commune et le directeur de cabinet de la préfecture. Une rencontre dont l'objectif était de calmer le jeu dans le nord, là où les revendications vont bien au-delà de celles de l'intersyndicale. Un reportage signé Shakila Issouf et Leslie Himné.
Il était bien difficile de circuler ce matin dans le nord de l'île. Plusieurs arbres se sont ainsi retrouvés couchés sur la route nationale et pour ce chauffeur de camion, il va falloir être très prudent afin d'éviter de tomber sur le bas-côté. Comme à l'accotement c'est un peu dur, je peux passer, je fais l'accotement là pour passer. Comme il y avait le bus qui est passé, comme j'ai la taille du bus, je passe facilement aussi. C'est la première fois que je croise un obstacle comme ça. Vers 8 heures, des élèves qui attendaient le bus sur la route à Bandrabois ont érigé un barrage que les policiers ont rapidement levé. L'un de ces jeunes explique se sentir victime à chaque mouvement de grève. À Dzoumogné, contrairement aux 2 jours précédents, aucun débordement n'a été déploré. Des jeunes avaient rendez-vous avec le maire de la commune de Bandrabois en présence d'une délégation de la direction du cabinet de la préfecture. Et après plus d'1 heure de discussion, ces jeunes semblent avoir été entendus. Pourquoi il ne prend pas des gens, même la mairie de Bandrabois? Il n'y a aucun ou des gens qualifiés pour faire un métier. Prends déjà qualifiés. Mais ce n'est pas cousin, cousine, famille, famine. On a envie de voir une entreprise privée qui fait avancer déjà le village. Nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'aujourd'hui, tous les entreprises privées qui sont à Dzoumogné, qui prennent 2, ça dépend de la capacité, qui peut prendre 2 à 5, à 4, à 10 jeunes de Dzoumogné. Sans ça, on ferme toutes les entreprises privées, les accès qui passent. Ça rentre le budget, ça rentre tout ce qui est des taxes, ils rentrent à la commune. Et les jeunes, ils n'ont rien. Tout ce que je veux dire, c'est que tous les grèves qui ont été faits, ce n'est pas une question de délinquance, mais c'est une question de délâche. Tu vois, nous les jeunes, on est délâchés, il n'y a personne qui nous a suivis. Donc on est venu voir le maire aujourd'hui, il nous a été d'accord. Il nous a confirmé tout ce qu'on voulait et il nous a fait un papier de confirmation comme quoi nos revendications vont être écoutées. C'est tout ce qu'on voulait. On a fait le grève parce qu'on avait des revendications, parce qu'on a un problème à Dzoumogné qui n'est pas réglé. Donc on est venu voir M. le maire aujourd'hui, il nous a donné un papier de confirmation comme quoi il allait s'engager. Il allait s'engager à ce que tout ce que nos revendications qu'on a fait, qu'il allait s'engager à les faire. À la sortie de leur entretien, les jeunes de Dzoumogné ont obtenu un rendez-vous officiel avec le maire de leur commune le 29 avril prochain. Plusieurs propositions leur ont été faites dans le but de les insérer dans le monde du travail et cela semble être tout ce qu'ils demandent. Et autre mouvement de protestation, celui des équipes enseignantes du collège de Kaweni 2 et du lycée professionnel de Kaweni. Ces derniers ont décidé d'exercer leur droit de retrait ce matin. En cause, une délinquance non maîtrisée dans l'enceinte et aux abords des établissements en question, mais également des conditions de travail devenues insupportables, voire dangereuses. Les enseignants ont ainsi déclaré qu'ils ne reprendront les cours que si des mesures concrètes sont prises. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Limné. Caillassage, agression, cambriolage, vandalisme, intrusion de jeunes armés. Plus un jour ne passe sans que les établissements scolaires de l'île ne soient cibles de violence. Le collège K2 en fait quotidiennement les frais, mais cette fois c'en est trop. Les enseignants ont décidé de dire stop en exerçant leur droit de retrait. Il y a eu, comme a dit ma collègue et comme a dit beaucoup d'enseignants ici, on a assez de toute cette insécurité et de cette agression, on va dire, gratuite qui se fait chaque jour chez nous. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas les seuls, mais on est quand même, en tant que collège réputé pour un fonctionnement et avoir des élèves qui travaillent, on ne peut pas accepter aujourd'hui de se faire voler et agresser. Le collège K2 est loin d'être le seul dans cette situation. Aujourd'hui, le lycée professionnel de Kaweni exerçait également son droit de retrait pour des raisons similaires. Dans ces conditions, les enseignants du collège de K2 ont décidé de convier les parents d'élèves à une réunion d'échange. Et près de 300 d'entre eux ont répondu à l'appel. Ils ont parlé des problèmes rencontrés au collège. Il y a eu des vols, il y a eu des ractages, il y a eu des ordinateurs qui ont été volés, des agressions, etc. Et puis surtout qu'en fait, il y a une diminution d'effectifs de l'équipe d'encadrement, de surveillance. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils ont fait un droit de retrait
parce qu'ils en ont ras-le-bol et qu'ils ne peuvent plus travailler dans ces conditions-là. Donc les parents, ils ont compris. Donc pas mal, chaque parent a pris, enfin il y a pas des parents qui sont intervenus et chacun a donné son avis. Donc il n'y a pas eu de décision concrète de prise ce matin, mais je pense que chacun de son côté va réfléchir et puis éventuellement il y aurait des actions à venir. Les enseignants réclament en effet la sanctuarisation des établissements scolaires afin de pouvoir enseigner dans des conditions dignes de ce nom. Et si deux représentants du vice-rectorat étaient présents sur place ce matin, les enseignants attendent toujours des solutions. Le secrétaire du cabinet du vice-recteur était présent. Ils sont bien au courant de la situation. Ils ont su justement en faire part et dire qu'ils sont au courant. Et qu'eux aussi, ils sont conscients qu'il faut faire des choses, il faut mettre des moyens en place. Et que c'est vrai qu'ils ont dépensé beaucoup, ce qu'on déplore, parce qu'on n'aurait pas dû arriver jusque-là. Mais comme je dis, on n'a pas encore les moyens de pouvoir dire qu'on se sent bien dans le collège et qu'on est en sécurité. Donc on attend que les choses se mettent en place assez rapidement. Les cours reprendront demain matin, mais une assemblée générale est d'ores et déjà prévue lundi prochain pour décider des suites à donner à ce mouvement, même si ce sont avant tout les réponses apportées par le vice-rectorat qui conditionneront la suite du mouvement. Et à Mayotte, la délinquance ne touche pas seulement le milieu scolaire et ce ne sont pas les habitants du quartier de Cavani qui diront le contraire. Excédés par les violences, vols et autres agressions, ils ont à plusieurs reprises défilé dans les rues pour dire stop à la délinquance. Depuis, un comité de surveillance a été créé. Désormais, chaque nuit, une patrouille de parents du village fait des rondes jusqu'à 3 h du matin. Ainsi, plus d'une semaine après sa création, le comité fait le point sur les actions menées. Un reportage Shakila Issouf et Adèle Laurent. Ces mamans se sont mobilisées pour prendre les choses en main dans leur quartier et se faire respecter. Cette mère de famille qui voit quotidiennement la descente aux enfers de certains jeunes constate une amélioration depuis la mobilisation des mamans du quartier de Cavani. Tout le temps, on a dégâts, on a dégâts, bangel suburu babu na wasir suona harufu rakitu harufu balam tutamtu sangami. Safi mtu roisu odzamtu naambia wanyangwa banarime zoni yetu ini hunu rihimi alafu wanyatu wale washa wa kompai sona vorangia tereva ule ukas kule katu kwa serikali ya kuja wavinga gari fui wangia tereva kwa shinu parata moja be wasile uvorahima sikafta kushindi parangwa mtsana lerazini okaka madza wa tereva avasa ara tranquille alhamdulillah. Le comité qui s'est créé depuis s'apprête à adresser un courrier aux autorités de Mayotte pour exiger des mesures et notamment plus de patrouilles policières pour stopper la recrudescence de l'insécurité au sein de leur quartier. Le comité envisage également la mise en place d'un couvre-feu après 22 h. En attendant, ces mamans continuent à œuvrer quotidiennement pour changer les choses. Là, on a un courrier. Ce courrier, ça c'est encore un brouillon parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord avec tout ce qui a été écrit là-dedans. Et puis, on va essayer d'envoyer à la mairie, au conseil départemental, chez le procureur, à la police, à la gendarmerie, à l'État, même au ministère de la Justice, pour dire que nous, on est conscients, nous, on est prêts, nous, on veut travailler avec eux. Mais il suffit juste qu'on nous donne les moyens pour y arriver. À chaque intervention dans les médias, ces mères de famille se disent victimes de représailles et notamment de cambriolage. Mais loin d'accepter de se laisser intimider, elles expliquent qu'ils continueront leurs actions pour venir à bout de la délinquance. Alors Shakila, Cavani, on en parle souvent ces derniers jours avec cette délinquance qui monte et qui commence vraiment à agacer la population. On le voit, ces mamans qui sont dans la rue et qui veulent mettre fin à tout ça. Exactement, ces parents non seulement font un appel, c'est un SOS qu'elles lancent à l'État, à tous les acteurs chargés de l'éducation, mais seulement c'est aussi une manière aussi de retrouver leur place de parents, leur autorité parentale et aussi d'essayer de rattraper les choses parce que on ne l'a pas dit, mais elles le disent et si on prend les choses en main actuellement, c'est aussi quelque part pour protéger nos enfants parce qu'ils sont en danger et c'est pas à eux de faire la loi, c'est à nous de leur donner un cadre et on a besoin de l'État, on a besoin des professeurs, on a besoin de tous ceux qui sont chargés de l'éducation pour pouvoir donner une direction aux enfants.
Alors les parents qui prennent leur place très au sérieux, qui reprennent leur place en matière d'éducation, mais on l'a vu également pour ces femmes, ce n'est pas très simple, Shakila, c'est pas tous les jours elles sont très courageuses parce que, on l'a dit dans le reportage, c'est qu'à chaque fois qu'elles essayent de parler dans les médias pour faire entendre leurs souffrances, ce qu'elles vivent, elles subissent des représailles, donc juste dans la nuit de ces jeunes, de ces enfants, de leurs propres enfants, comme elles le disent, dans la nuit, ils viennent, ils les cambriolent, et là, juste après le reportage, donc ces mêmes parents, d'ailleurs l'une des leaders qui parlait dans ce reportage a été menacée juste après des jeunes sont venus armés de chombo pour la menacer parce que voilà, ils ont fait ce reportage, et il faut vraiment entendre cette détresse parce que c'est ce qu'elle disait aussi à la fin, c'est qu'elles n'ont pas les moyens, elles savent pas comment faire, elles subissent, mais elles n'ont pas les moyens de se défendre. Exactement, parce que l'éducation qu'on avait avant et l'éducation d'aujourd'hui avec le droit commun, c'est pas la même chose. On avait l'éducation traditionnelle, elles ont pris le temps de prendre leur place, de prendre leur marque, et là elles se réveillent. Peut-être on ne pourra pas dire trop tard, mais il n'est jamais trop tard quand on veut bien faire. Et aujourd'hui, c'est sûr que sans l'appui de toutes les personnes qui peuvent apporter de l'aide, que ce soit les cadis qui ont une place importante dans la société mahoraise, que ce soit les professeurs, que ce soit toutes les personnes, toutes les adultes qui peuvent avoir une influence sur les jeunes, eh ben, c'est le moment. C'est le moment de se mobiliser, parce que peut-être après, là, on pourra parler que ça sera trop tard. Alors, dernière question, Shakila, on a vu ces mamans, et où sont les pères ? Justement, les papas aussi cherchent leur place. Les papas cherchent leur place au milieu de cette société d'aujourd'hui qui évolue très vite et qui ne prend pas en compte justement toutes les réalités de chacun. On ne vit pas tous dans le même monde. Aujourd'hui, les jeunes ont une autre vision du monde. Ils veulent avancer vite, et les parents n'ont pas toutes les clés et ils n'arrivent pas à communiquer avec leurs enfants. Et pour se mettre au même niveau avec eux, pour parler le même langage, c'est pas facile. Aujourd'hui, il faut absolument entendre le cri de ses parents. On a entendu les cris aussi des mamans de Tsunzu. Après ce qui s'est passé, un drame, un enfant qui s'est fait poignarder, des parents qui vivent encore dans la douleur. Il faut entendre justement l'appel de ces parents de Cavani avant même qu'il y ait un drame. Merci beaucoup, Shakila. On suivra la situation du côté de Cavani encore dans les jours à suivre. Et il est maintenant l'heure pour nous de voir ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mercredi 6 avril. Je vous propose de regarder ça dans l'actualité en bref. En décembre dernier, Alain Juppé, candidat aux primaires du parti Les Républicains, était en visite à Mayotte. Quelques jours plus tard, le 19 janvier, il écrivait au Premier ministre Manuel Valls pour l'alerter sur la situation du département. Immigration non contenue, insécurité quotidienne, prolifération des abris de fortune. Alain Juppé dépeignait la triste réalité sans détour. Il est selon lui nécessaire de renforcer sensiblement les moyens de l'État sur une île au bord de la guerre civile. En termes d'immigration, l'ancien Premier ministre semble d'ailleurs posséder des solutions. Il se dit ainsi pour un durcissement des conditions du regroupement familial qui serait conditionné à l'exercice d'un emploi. Il propose également que lorsqu'une femme accouche dans une maternité sur le territoire français, l'acquisition de la nationalité française par le droit du sol ne soit possible que si l'un des deux parents au moins soit en situation régulière, c'est-à-dire par exemple détenteur d'un titre de séjour au moment de la naissance de l'enfant. Autant de propositions qui touchent directement Mayotte et qu'il souhaite mettre à exécution s'il est élu en 2017. À Mayotte plus qu'ailleurs, les véhicules sont mis à rude épreuve. Routes en mauvais état, embouteillages, conditions climatiques difficiles, les pannes sont légion. Le coût des pièces étant également plus cher qu'ailleurs, nombreux sont ceux qui font appel aux mécaniciens non déclarés et donc moins coûteux. À ce titre, les garages sauvages n'ont eu de cesse de se développer ces dernières années, créant ainsi une concurrence déloyale pour les professionnels. Afin de lutter contre ce problème, une opération de contrôle a été conduite par les services de l'État jeudi 24 mars. 6 garages ont été visités, tandis que de nombreuses situations de travail dissimulées ont été constatées, ainsi que des manquements à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Elles donneront ainsi lieu à des poursuites. La préfecture indique que les contrôles relatifs au travail dissimulé et illégal sous toutes ses formes vont se poursuivre et s'intensifier au cours de l'année. Depuis maintenant 13 jours,
Un enfant comorien est coincé en métropole en attente de savoir s'il sera reconduit dans son pays d'origine, et ce après avoir passé plus d'une semaine en zone d'attente à l'aéroport. Arrivé par avion des Comores, il était en possession du passeport de son cousin. L'usurpation d'identité ne permettait donc pas son entrée sur le territoire national malgré la présence de sa tante pouvant l'accueillir dans l'Hexagone. L'affaire fait actuellement grand bruit en métropole car alors que le rapatriement du garçon est autorisé par l'ambassade de France aux Comores, un autre problème se pose. Selon l'avocate de l'enfant, maître Daoud, la mère a écrit un courrier au juge pour dire qu'elle n'avait pas les moyens de reprendre son fils et qu'elle-même était en route vers l'île de Mayotte pour fuir la précarité. Face à l'imbroglio, l'enfant a finalement été autorisé à rester en métropole hier. Une situation dramatique et suffisamment rare pour choquer en métropole, mais qui n'a cela dit rien d'étonnant à Mayotte, tant ce genre de situation est tristement devenu monnaie courante. Et pour finir, nous allons parler d'environnement. Et à Mayotte, le sujet est des plus sensibles. Défrichement, eau polluée, non-traitement des déchets, autant de problèmes qui rendent difficile la préservation de l'environnement. Mais pour l'ADEAL, pas question de laisser faire. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte se bat ainsi tant bien que mal pour tenter de mettre fin à certains comportements qui chaque jour mettent à mal l'îlot Lagon. Reportage Adèle Laurent. À Mayotte, le principal problème reste la pollution des eaux et pour parvenir à mettre en place la politique de l'eau souhaitée par l'État, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux a récemment été créé. Patrice Poncé nous en dit plus sur ce document. Donc c'est un document qui est élaboré sous l'égide du comité de bassin, qui est le véritable parlement de l'eau du territoire. Et ce document de stratégie donc donne les priorités pour les 6 prochaines années sur les grands investissements qui sont à faire pour reconquérir la qualité de l'eau à Mayotte. C'est un engagement que la France prend auprès de la Commission européenne depuis que Mayotte est devenue région ultrapériphérique. Donc c'est un document qui a une force politique et que la France devra, au terme de cette échéance de 6 ans, devra rendre compte devant la Commission européenne des progrès accomplis. Un défi à relever pour l'État et pour l'ADEAL. Cette dernière travaille d'ailleurs quotidiennement afin d'améliorer la qualité de l'environnement à Mayotte. Mais la tâche n'est pas simple et parfois la répression est nécessaire. C'est pourquoi l'ADEAL joue également un rôle de police environnementale, judiciaire et administrative. En ce qui concerne cette dernière, elle a pour rôle sous l'autorité du préfet de veiller à ce que toute construction ayant un impact sur les milieux aquatiques respecte les prescriptions environnementales. S'il y a une constatation de manquement administratif, des régularisations sont alors demandées. Et c'est d'ailleurs pour remédier au problème majeur du non-assainissement des eaux usées que l'ADEAL est actuellement en train d'instruire un dossier concernant la construction de stations d'épuration, dont le chantier se fera normalement dans l'année. Les grandes pressions qui s'exercent à Mayotte, c'est en première priorité, c'est évidemment les pollutions dues au non-traitement des eaux usées. Donc au non-assainissement. Aujourd'hui, les milieux aquatiques et au final le lagon reçoit des eaux non traitées. Je pense qu'il est indispensable pour reconquérir la qualité des eaux de surface, qui aujourd'hui sont quand même dégradées, y compris des eaux du lagon. Il faudra forcément faire un effort important, que la population en prenne conscience, qu'elle se raccorde, si possible rapidement, au réseau de collecte pour préserver la qualité du milieu naturel. Un problème environnemental qui concerne donc tout un chacun. L'ADEAL mène dans ce cadre des actions de sensibilisation et d'éducation à travers le territoire afin d'informer notamment des dangers du lavage de véhicules et de linge en rivière, pratique largement répandue à Mayotte mais utilisant des produits nocifs pour l'environnement et la santé. Néanmoins, ces actions de sensibilisation ne suffisent pas toujours et une police judiciaire a donc été créée. Celle-ci constate les infractions environnementales de tout citoyen qui peuvent se traduire par des sanctions pécuniaires, voire des peines d'emprisonnement. Le dicton « mieux vaut prévenir que guérir » prend ici tout son sens.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition disponible en rediffusion sur notre site l'info.kwezi.fr et sur notre page Facebook. Et toujours pour des raisons techniques, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous proposer la suite de vos programmes habituels, à savoir la météo ou encore le temps de parole. En revanche, ne ratez pas dans quelques instants les aventures de Patrick Mian dans 100% Mayotte. Patrick Mian que vous retrouverez frais et dispo demain dès 6h dans la matinale. Flo, Isabelle Fargier, Samuel Bocher, Romain Chavanis, ils seront tous là et vous diront tout sur la journée de grève de demain. Une journée qui s'annonce mouvementée. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain.